Bon, bah alors bonjour à vous qui êtes présents, à vous qui êtes derrière les écrans. Merci d'être là, d'être présent parmi nous. Merci Jean-Marc d'avoir accepté de venir, d'avoir préparé et d'animer ces deux rencontres. Donc la prochaine est mardi prochain sur la Gaillarde. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est multifacette. Et donc on va en découvrir toutes ces facettes justement. C'est au nom du Welcome Project que je vous accueille et que je vous remercie d'être là. Merci. Merci Gisèle pour ton introduction. Alors, moi je suis très heureux d'être là. Gisèle, il y avait un cahier des charges assez serré pour cette présentation. Elle me dit on veut quelque chose de saignant. Voilà, c'était le mot que Cécile et Gisèle ont utilisé. Du coup, je me suis dit, je vous amène directement sur la scène du crime. Puisqu'on parle de culture, c'est nécessairement saignant. Voilà, c'est là où on en est. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui a amené à cette scène de crime? Vous le saurez à la fin de la présentation. Mais j'ai commencé sans vraiment vous saluer, parce qu'on est un petit peu loin, et puis il y a tellement de monde dans la salle que ça aurait été difficile de vous saluer un par un. La première chose quand on rencontre une culture, c'est rencontrer des gens. La première chose qu'on fait, c'est on se salue. Et généralement, quand on se salue, souvent, on sait faire. C'est automatique, c'est évident. Alors il y a des situations où c'est pas si évident que ça, quand deux personnes de cultures différentes se rencontrent, ou quand vous êtes dans un contexte particulier. Par exemple, vous avez un secrétaire d'État américain qui rend visite à son homologue français, au président français, juste après les attaques de Charlie Hebdo. Donc il y a un côté diplomatique, officiel, et puis il y a un côté émotionnel. Comment vous exprimez ça dans votre façon de vous saluer ? Vous voyez la gêne, vous voyez les hésitations, vous voyez la rencontre de cultures, de façon différente de saluer. Est-ce qu'on fait la bise? Est-ce qu'on fait un hug? Et puis, est-ce que la situation appelle à une relation particulière? Alors peut-être que vous pensez que, bien entendu, c'est un anglophone et un francophone, et que du coup, il y a un aspect culturel, linguistique. Mais c'est pas si évident que ça. Prenez un président américain qui vient rendre visite à un premier ministre britannique, il peut avoir des problèmes aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Une scène comique. Alors, c'est un choc de personnalité peut-être. Barack Obama, avec une approche assez cool, relax, vient serrer la main aux gardes. Moi, je crois que c'est beaucoup plus culturel que ça. C'est-à-dire que Barack Obama, comme nombreux présidents américains, vont serrer la main à toutes les personnes qu'ils rencontrent, dont le garde. Alors qu'en Angleterre, on ne va pas serrer la main aux gardes. Il y a un aspect de hiérarchie qui doit être respecté. Cette présentation, elle n'est pas sur moi, mais je suis obligé de vous parler d'où je parle, en quoi je parle. Donc, vous savez, je suis responsable des langues et des cultures ici à l'Institut Agro Montpellier. Mais d'où je parle, c'est aussi par rapport à mon expérience personnelle. Donc, j'ai eu la chance et le bonheur de vivre dans ma vie dans 6 pays différents, 2 pays d'Europe, 4 pays d'Afrique, au Nigeria, au Botswana, au Rwanda et au Congo, et en Nouvelle-Zélande. Et toutes ces expériences de vie, donc j'ai passé 15 ans de ma vie à l'étranger, toutes ces expériences de vie m'ont appris ce que c'est d'être en lien avec les autres au-delà des cultures et d'établir des liens à tous les niveaux au-delà des cultures. Donc cette expérience, c'est le fruit de cette expérience que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et puis aussi, parce que c'est mon métier, comme le métier de Fabien et toutes les personnes qui interviennent dans l'unité langue et culture à l'Institut Agro, on est des ingénieurs. On construit des ponts. Alors les ponts qu'on construit, ils ne sont pas nécessairement physiques. C'est plus ce type de pont-là qu'on construit. On construit le type de pont qui réunit et qui rapproche les gens. C'est des ponts invisibles qu'on construit. Et donc l'objet de ma présentation aujourd'hui
c'est de vous expliquer un peu en quoi il consiste, c'est quoi la mécanique de construction de ce pont, pourquoi il y a besoin de construire des ponts, et comment on peut aider à les construire et participer à les construire. Mais je vois que c'est la pause d'1 heure et qu'il y en a qui d'habitude vont faire un peu de footing, qui vont se balader. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour au pic Saint-Loup. Ça vous dit? Quelqu'un? Ah, Guillaume est prêt à conduire. Donc je donne les clés à Guillaume. Vous avez confiance en Guillaume? Alors les gens qui sont là, mais les gens qui sont loin, oui, parfaitement. Ok, Guillaume, c'est parti. Il conduit le bus et... Wow. Pas sûr qu'on ait besoin de faire confiance à Guillaume pour ça. Voilà Guillaume, donc tu conduis la voiture, on est tous avec toi. La question à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous conseillez à Guillaume de faire? Alors accélérez si vous êtes un peu suicidaire. Arrête-toi. Voilà. Pourquoi tu penses que Guillaume doit s'arrêter? C'est une recommandation des Nations Unies. Dans quelles circonstances? Celle-là. C'est-à-dire qu'il y a des gardes armés au milieu de la rue, à milieu de la route, donc ça fait. Est-ce qu'il y a un autre indice qui nous fait dire que Guillaume devrait s'arrêter? Oui? Le signe. Il fait ça. Et c'est évident que quand tu fais ça, c'est comme si c'était écrit sur la main, stop. C'est une évidence. Et justement, en interculturel plus qu'ailleurs, plus une réalité s'impose sous la forme de l'évidence, plus elle relève en fait d'un travail de construction sociale. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que elle ou lui dit stop? Peut-être. On ne sait pas, on n'a pas le son, on n'a pas le contexte, on a juste une image. Mais elle ou lui, peut-être en fait c'est l'inverse. Peut-être qu'en fait c'est une façon pour elle ou lui de demander le contact. Ce qui fait sens. Finalement, quand on fait ça, on veut donner de la distance, mais c'est aussi un appel au contact. Alors on ne sait pas, parce que ça, c'est un être qui n'est pas socialement construit. Donc le sens que nous, on peut mettre sur ce signe n'est pas le même pour elle ou pour lui, bien entendu. Or, il se trouve que dans certaines cultures, et en Irak notamment, ce signe est effectivement un appel au contact, généralement interprété comme un appel au contact. Donc si on change de contexte, c'est plus Guillaume qui nous amène faire une balade au pic Saint-Loup, si on a une armée étrangère d'occupation en Irak, et que c'est un soldat étranger qui fait ce signe, et que c'est un Irakien au volant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour l'un, c'est évident que ça veut dire stop, et pour l'autre, c'est évident que ça veut dire reviens. Et ça, c'est des choses qui sont arrivées effectivement en Irak dans l'incompréhension culturelle entre l'armée d'occupation et les locaux. Ce qui nous fait dire que la culture, c'est une force puissante. Mais on doit, si on veut pouvoir la contrôler, à minima, on doit pouvoir en prendre conscience. On doit amener ça au niveau du conscient. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner quelques pistes. Alors Gisèle disait, va tout nous dire de la culture. Je pense que c'est un peu ambitieux, surtout en 1 heure, de donner quelques pistes pour aider à garder le contrôle. Et pour aider à garder le contrôle, il y a 2 choses qu'on doit faire. Deux questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi et comment. Pourquoi la culture est si puissante et comment, du coup, agir, interagir dans un contexte interculturel ou multiculturel en France ou à l'étranger, donc en lien avec un public étranger pour des enseignants, par exemple, avec un public étranger, ou pour des personnels de l'Institut Agro avec des publics étrangers. Et pour ça, on doit répondre à 2 questions. La première, c'est la culture, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est la culture? Et du coup, on en fait quoi? Et c'est le moment donc du quiz, où je vous rappelle que Gisèle et toute l'équipe du Welcome Project offrent aux gagnants un voyage en Nouvelle-Zélande, tout frais compris, pendant 6 mois. Autant vous dire qu'il y a de la pression. Le quiz, c'est 4 questions, c'est un test de géographie, et les 4 vainqueurs, désolé si vous êtes à distance, vous n'aurez pas le droit, enfin les vainqueurs, ceux qui ont répondu aux 4 bonnes questions, ils auront le droit à un bonbon.
C'est parti? Vous êtes prêts? Donc vous avez des petites couleurs, donc vous tendez simplement la couleur qui correspond à la question. 4 cartes, voici la première. Cette carte, ceci est le monde tel qu'il est, tel qu'il était, tel qu'il devrait être ou tel qu'il est représenté. Bleu, rouge, vert ou jaune. Allez-y. Copiez pas, hein. Toi, tu mets blanc, il faut tourner, alors pour qu'on voit. Il y a une grande majorité de jaune dans la salle, je ne sais pas chez vous. Oui, bah à l'évidence, ça c'est une représentation du monde. On voit bien des couleurs, des traits, des choses comme ça qui ont été imaginées. Oui, oui, bien sûr, c'est le monde tel qu'il est représenté. Maintenant, si je vous montre ça, ceci est le monde tel qu'il est, tel qu'il était, tel qu'il devrait être ou tel qu'il est représenté. Là, vous sortez quelle couleur? Alors là, les bleus contre les jaunes, il y a à peu près moitié-moitié dans la salle. La réponse est discutable. Quoique, c'est toujours le monde tel qu'il est représenté. Ne serait-ce que pour ça, le monde, c'est pas plat. Enfin, je crois. Nécessairement, cette photo qu'il a prise, elle n'a pas été prise en une fois, de toute façon. C'est une reconstitution, c'est une recomposition. Il n'y a pas de nuages, là, vous voyez, c'est parfait. C'est une œuvre artistique, c'est une vision particulière, c'est un choix artistique qui a été copié d'ailleurs d'un Portugais. Je reviendrai tout à l'heure, c'est un Portugais qui, à la base, a fait le premier choix artistique que vous voyez ici. Troisième carte. Cette carte est une représentation proportionnée du monde, est une vision déformée de la réalité, a été dessinée par Dali, a été créée par une Africaine. Vous avez 4 possibilités, et là, on a les 4 couleurs. Oh là 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 là, je ne sais pas qui reste en course pour les 3. Eh bien, cette carte, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une représentation proportionnée du monde. Pourquoi? Ben, ça, vous voyez bien que c'est gonflé, c'est disproportionné. Si on respecte les proportions, et James Kell en 1855, puis ça a été repris par Arno Peters, donc c'est connu comme la projection à R égale, c'est-à-dire que si on respecte effectivement les proportions telles qu'elles sont, le monde y ressemble effectivement à ça. C'est ça qu'on devrait avoir dans nos salles de classe. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Là, on est en pôle tropique. Si on compare par exemple l'Afrique et le Groenland, et que vous regardez cette carte, vous dites, oh, Afrique, Groenland, grosso modo, c'est la même chose, c'est aussi gros. Mais non, pas du tout. La proportion, elle est comme ça. C'est-à-dire que l'Afrique est 14 fois plus gros que le Groenland. D'aller au Cap jusqu'au Caire, ça vous prend 14 fois plus longtemps que d'aller du sud du Groenland jusqu'en haut du Groenland. C'est ça la réalité, en fait, des distances telles qu'elles sont. Allez, une dernière chance pour ceux qui sont encore dans la course. Une dernière carte. Cette carte est à l'envers, elle est à l'endroit, elle a été créée par un Australien où elle décartonne complètement. C'est un mauvais jeu de mots sur carte, décartonne, voilà, donc c'est... Eh bien, si vous étiez dans la course, effectivement, cette carte a été créée par un Australien. Il s'appelle Stuart MacArthur. Et il a appelé ça Universal Corrective Map of the World. Il a corrigé la carte, parce que pour lui, l'autre, elle n'est pas bonne du tout. Il a dû la corriger. Pourquoi? Bon, donc, vous voyez que ça respecte aussi les dimensions, c'est à R égale. Et lui, il a mis l'Australien haut. Il n'y a pas d'envers et de haut et de bas dans l'espace. C'est une convention que le nord soit en haut et le sud soit en bas. C'est juste une convention. Et lui, il dit, je suis australien, ben moi j'ai envie que mon pays soit au centre. Alors, bien entendu, il y a une question d'ego. Et d'ailleurs,
le célèbre portugais que j'évoquais tout à l'heure, qui a été le premier à faire cette carte, qu'on appelle la projection de Mercator en 1569. Lui, il était portugais, donc il a placé le Portugal et l'Europe au centre de tout. Il utilisait ça pour naviguer, donc il fallait mettre l'Europe et ça au centre du monde. Mais finalement, cette carte est tout aussi valable, si ce n'est plus valable. Et en dehors de l'aspect égotique d'avoir son pays au centre de la carte, vous voyez que ça redéfinit aussi, enfin moi quand je vois cette carte, ça redéfinit ma vision du monde. Quand je vois cette carte, je vois la place des océans dans le monde. Vous savez que c'est 2/3 à peu près par rapport à la Terre. Quand je vois cette carte, je sens que, ah oui, les océans, c'est 2/3. Et puis que l'océan Pacifique est énorme par rapport à l'océan Atlantique. Alors quand je vois cette carte, j'ai l'impression que c'est à peu près moitié-moitié entre la Terre. Voilà, quel est le but de mon objectif? Quel est l'objectif de mon but? Qu'est-ce que j'essaye de faire passer comme message quand je vous dis ça? Les représentations, la vision. Ouais, mon message, c'est qu'il n'y a pas de monde, en fait. Il n'y a que des visions du monde. Il n'y a que des représentations du monde. Et que nécessairement, les représentations, elles sont avant tout auto-centrées. C'est-à-dire que nous, on voit le monde en se mettant nous-mêmes au centre. Et puis que l'éducation, bien entendu, joue un rôle principal dans la façon dont on appréhende le monde et les autres. Allez, mais on est arrivé à la montagne, merci Guillaume. Du coup, cette montagne, je l'ai appelée, pas le Pic Saint-Loup, mais la montagne culture. Et ce que j'aimerais vous faire, c'est vous donner la possibilité de... Alors, vous pouvez aller, si vous avez un smartphone, sur meti.com. Alors, peut-être que je vais remettre mon PowerPoint. Ça sera plus simple, pardon, j'avais prévu une jolie slide avec le QR code. Menti.com. Vous allez avoir trois choix possibles pour exprimer ce qui est constitutif. La culture, c'est fait de quoi? Voilà, le code, je l'ai mis là. Donc, de quoi fait une culture? Vous allez sur menti.com où vous scannez le QR code et vous tapez le code 39597385. 39597385. Et là, la question, c'est de... Alors, mettez peut-être un mot pour que le nuage de mots soit pertinent. Quels sont les ingrédients? C'est quoi? C'est fait de quoi? C'est constitué de quoi pour vous une culture? Qu'est-ce qui fait une culture? Qu'est-ce qui constitue une culture, selon vous? Alors, les gens à distance peuvent aussi interagir. Oui, vous pouvez en mettre entre 1 et 3. Qu'est-ce qui, pour vous, quels sont les ingrédients? Ou qu'est-ce qui est un ingrédient majeur, en tout cas, un ingrédient important? Qu'est-ce qui constitue une culture? Donc le code, c'est vous allez sur menti.com et vous tapez le code 39597385. Oui, c'est ça, oui. Vous tapez le mot et puis à la fin, il faut valider. Quand vous avez rentré vos 3 mots, vous les validez. Tradition, singulier pluriel, le monde, une culture c'est le monde, ce sont des coutumes, un ensemble de normes, une histoire, une vision, on vient de le voir avec l'exemple des cartes, l'art, ben oui, quand on parle de culture, on pense à l'art particulier d'un pays ou d'une ère de civilisation, population, donc c'est des gens quand même, l'éducation, la haine. Quelqu'un a mis la haine. La culture, c'est la haine. Sous-entendu, je suppose, la haine de l'autre. Donc l'amour des siens et la haine de l'autre. Donc un phénomène d'inclusion et d'exclusion. La fourchette, ah bah oui, la bouffe, oui, bien sûr. Les codes, l'histoire commune, l'ensemble des normes, la diversité. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures. Donc, il y a une culture, et ce qui détermine une culture, c'est le contraste par rapport à l'autre. Ça va être assez proche d'une des définitions que je vais vous proposer d'ailleurs. Qu'est-ce qui constitue la culture? La culture, ok. Les coutumes. La religion, oui, bien entendu, la façon dont on apprend la religion. La langue, ah merci, il y a quand même des gens qui ont reconnu la place centrale de la langue ou des langues dans la culture. En général, effectivement, quand on pense à la culture, c'est ces mots qui viennent. L'art,
la nourriture, la langue, la façon dont on s'habille aussi, je ne l'ai pas vu dans le brainstorming, et la religion. Ces mots viennent tout le temps, parce que c'est l'image qu'on a de la culture. Mais la culture, ce n'est pas une montagne, en fait. La culture, c'est un iceberg. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a sous l'iceberg qui constitue vraiment 6/7 de ce qui est vraiment une culture. Ce qui est en haut, c'est ce qu'on voit. Ce qui est en bas, c'est ce qu'on vit, ce qu'on ressent. C'est quoi? C'est l'éthique, c'est les valeurs, les symboles, la façon de communiquer, hautement culturelle, même au-delà de la langue. C'est le temps. Alors on pense que le temps, c'est une construction universelle, mais c'est aussi fondamentalement une construction culturelle, la façon dont on s'appréhende le temps. C'est même l'espace, la façon dont on gère l'espace, la façon dont on est dans l'espace est hautement culturelle. C'était votre petite pause. Du coup, je vais vous proposer 3 définitions de culture. La première, elle reprend pas mal de termes que j'ai vus dans le brainstorming. La somme d'attitudes, de coutumes et de croyances, je crois que j'ai vu à peu près ces 3 mots ou leur équivalent, qui distinguent un groupe de l'autre. On parlait de diversité, il y avait haine. Donc, je pense que c'est une définition assez valable de la culture. Un groupe de gens avec un ensemble de coutumes, d'attitudes, et ils se distinguent en contraste d'un autre groupe, et c'est ça une culture. Mais voilà, on est arrivé au Pic Saint-Loup, c'est le temps de faire une pause, et du coup, comme on ne peut pas le faire physiquement, qu'on soit dans la salle ou qu'on soit ailleurs, alors peut-être qu'il y en a qui nous écoutent du Pic Saint-Loup, je ne sais pas, mais du coup on va utiliser quelque chose d'extrêmement puissant aussi, comme la culture, c'est une œuvre d'imagination. Alors je vais vous demander de vous imaginer, alors vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez une petite montagne là devant vous, pour ceux qui sont au loin, peut-être imaginer avec leur esprit ou en mettant leurs doigts sur l'écran. Je vais vous demander de vous imaginer en train de monter cette montagne. Alors si vous avez un petit stylo, vous pouvez même vous dessiner. Vous êtes en train de gravir la montagne et je vais vous demander de vous imaginer sur une ligne noire, donc pas au centre, pas en haut parce qu'on n'est pas encore arrivé, on est en train de monter tous ensemble, on gravit, on progresse vers le sommet. Et je voudrais que vous imaginiez sur cette montagne. Donc peut-être en pointant votre doigt, si ce n'est pas de stylo, vous dessinez sur la petite montagne que je vous ai donnée. Allez-y, on est en train de monter, tous ensemble, vous imaginez en train de gravir la montagne. Mettez votre doigt, tout à l'heure il y avait un canif ou quelque chose, voilà. Voilà, c'est fait. Du coup, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, je vous ai donné un choix. Alors la hauteur, plus ou moins haut, mais aussi vous pouviez vous dessiner à gauche ou à droite. Gauche comme le bonhomme bleu ou à droite comme le bonhomme rouge. Alors pour les personnes dans la salle, qui s'est dessiné à gauche comme le bonhomme bleu, levez la main. Donc là, il y a un bon 2/3, 3/4. Qui s'est dessiné à droite comme le bonhomme rouge? Petit quart, un petit tiers. Alors j'ai fait cet exercice plus d'une centaine de fois. Et à une exception près, je crois, le bonhomme bleu gagne toujours. Il gagne toujours. C'est toujours le bonhomme bleu qui gagne. Alors, il y a beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours une majorité de gens qui s'imaginent comme le bonhomme bleu à gauche. Vous êtes des scientifiques, avec la loi des probabilités, il faudrait que de temps en temps, quand même, celui de l'autre, c'est une chance sur 2, il devrait gagner. Alors pourquoi ? On peut peut-être demander la réponse à Tintin au Congo. Ça, c'est la version que vous connaissez, la version belge. Et voici la version arabe de Tintin au Congo. Pas au Congo, d'ailleurs, au Tibet. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Une erreur de l'imprimeur ? Non. Alors, quelqu'un dans la salle dit c'est l'écriture. Et effectivement, dans l'écriture western, on écrit de gauche à droite, et en arabe, on écrit de l'autre côté. Oui, d'accord, c'est l'écriture, mais du coup, bon, en quoi ça influe l'image ? On lit des signes, on ne lit pas l'image. Eh bien oui, c'est ça, on lit une image. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test, je me suis dit, bon, là c'était la notion de progression qu'on était en train de faire. Si vous tapez ce mot sur Google, quand je l'ai fait il y a déjà un moment, en tout cas, voilà les premières images que je trouvais, de gauche à droite. Votre carrière
évolue bien entendu de gauche à droite. On est en plein entretien annuel d'évaluation, donc vous savez que votre carrière évolue de gauche à droite. Vous êtes né de gauche à droite. Vous saviez ça? Ben regardez, l'évolution, une séquence. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut tourner cette séquence? Pas de fan d'Elvis Presley dans la salle, je sais qu'il y a quelques musiciens. Non? Avant que je vous montre la suivante. Avant, après, s'il était encore vivant. Est-ce qu'on peut échanger de place ces deux images? C'est ça la question. Et quand on tape ce mot tatawar, qui veut dire l'équivalent progrès, progression, voici le type d'image qu'on trouve. Et là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça met un moment. Alors, je crois que c'est l'évolution des moyens mis à la recherche dans un pays arabophone. On met un moment pour comprendre. Et l'autre jour, j'étais sur mon fil LinkedIn et je vois cette image. Et ma première réaction, c'est « Waouh, le pauvre gars, il a tout perdu, il était là en pleine évolution, et puis la guerre l'a rattrapé, il a tout perdu. » Non, non, regardez bien les dates en dessous. C'est pas ça, c'est « A success story, never give up ». D'accord? C'est là où il était en 2012 et là où il est arrivé en 2020. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, au-delà de... Ben, ça nous dit que certains de nos étudiants, ils ne voient pas le monde comme nous non plus. Et moi, je l'ai vu. Par exemple, quand je fais un exercice de matching, de relier l'anglais et le français, voilà l'exercice que j'ai proposé à des élèves, ici d'ailleurs, à l'Institut au pôle tropique et Méditerranée. Voilà ce qu'ont répondu la plupart des bons élèves de la classe. Logique. Et voilà ce qu'a répondu Aïcha. Eh bien oui, la plupart des autres élèves, ils ont parti de gauche et ils ont lié avec quelque chose à droite, donc ils sont allés choper la lettre à droite. Mais Aïcha, elle a fait l'inverse, elle. Elle a commencé par les lettres, et puis après, elle est allée chercher de l'autre côté à quoi ça correspondait avec le chiffre. Donc, bien entendu, c'est symbolique, c'est des détails, mais ça nous questionne quand même sur la façon dont nous, quand on est en position d'enseignement, on s'adresse à un public varié, avec des visions variées de la façon dont on appréhende la réalité. Alors voilà, ce que vous êtes en train de vous dire, je pense que je sais. Vous vous dites, ok, on a compris le message. En fait, une culture, c'est comme une paire de lunettes. Voilà, on est né dans une culture avec une vision du monde. Dans d'autres cultures, ils ont d'autres façons de voir le monde ou d'autres couleurs. Et du coup, l'interculturalité, bah, ça consiste simplement à obtenir le plus de lunettes possible. Et puis, quand je vais aller au Tchad, quand je vais aller à Panama ou quand je vais aller en Australie, j'ai simplement à prendre mes lunettes du pays pour pouvoir m'adapter. C'est pas faux, il y a une certaine vérité là-dedans. Mais en même temps, ça serait illusoire de penser ça. Parce que la culture, tout à l'heure, on a fait l'analogie avec l'iceberg, c'est aussi comme un oignon. Ça a plusieurs couches. La première couche, c'est tout ce qu'on voit. Grosso modo, c'est ce qu'on a dit aussi sur l'art, sur la façon de s'habiller, sur la nourriture. Donc ça, on le voit. On voit bien que les gens sont habillés différemment d'une culture à l'autre, éventuellement. En dessous, on sait bien qu'il y a des normes là-dessous, il y a des normes de pensée et d'action. Il y a une façon de penser particulière d'une culture à l'autre. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que la base de ça, au centre de cet oignon, il y a des suppositions, des postulats de base, des choses qui sont ancrées fermement en nous et qui constituent notre façon de fonctionner. C'est totalement implicite, mais on en a besoin pour fonctionner. Ce qui veut dire qu'en fait, pas changer de lunettes. C'est illusoire de penser que quand on change de lunettes, on s'adapte. D'ailleurs, il y a un très bon proverbe africain qui dit on peut mettre un bout de bois dans l'eau autant de temps qu'on veut, il ne se transforme pas en crocodile. Donc moi qui ai passé un certain nombre de temps en Afrique, je ne prétends pas être africain. Je suis né en France, j'ai été élevé en France. Fondamentalement, mon système de pensée, il est français. Alors voici la deuxième définition que je vous propose. Une culture, c'est une programmation mentale commune à un groupe de personnes. Elle est liée à la première, bien entendu. Si un groupe de personnes veut fonctionner ensemble, si tous les matins, quand je rencontre Patrick, je dois me demander comment je veux que je le salue, quoique le Covid nous a obligés à nous réinventer aussi là-dessus, bah c'est compliqué, quoi. Donc on a besoin d'avoir une progression mentale. Mais ma définition favorite, c'est celle-là. Elle est très simple. Fons Trompenard nous dit qu'une culture, c'est une façon
particulière de résoudre des dilemmes. Pas des problèmes, des dilemmes. C'est quoi un dilemme? C'est ça. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, c'est une partie de la solution, mais c'est aussi un problème. Si vous allez à droite ou vous allez à gauche. Et votre culture, elle va vous pousser à aller plutôt à droite ou à aller plutôt à gauche pour résoudre ce dilemme. Et du coup, la question c'est, on fait quoi ou on fait comment? Alors quand même, quelques références que j'utilise dans ces présentations interculturelles. Bon, les deux premières sont les plus connues. Chaque fois qu'on parle d'interculturalité, ce sont eux qui ont, on peut dire, inventé les concepts des dimensions culturelles. Geert Hofstede, qui est néerlandais, et Fons Troppenaar, qui est aussi néerlandais et français. Et puis plus près de nous, moi je vous conseille un livre, si ça vous intéresse, si cette question vous intéresse, de Erin Meyer, qui est américaine et qui vit en France à Fontainebleau, et qui a fait aussi un livre qui est plein d'anecdotes assez précises, qui s'appelle The Culture Map. Voilà, donc c'est ces références que j'utilise beaucoup dans cette présentation. Et la première dimension qui est intéressante, c'est celle de l'universaire et du particulier. Alors je vous laisse lire la situation dans laquelle vous vous trouvez à côté de Guillaume, votre meilleur ami, qui conduisait trop vite. Vous voyez, là, c'est un dilemme. Vous devez faire un choix cornélien. Vous êtes le seul témoin. Donc, tout repose sur vous. Vous avez votre ami, votre meilleur ami. Et son avocat vous dit, voilà, si vous mentez, vous allez pouvoir le sauver. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable? Alors, je pense que les caméras sont sur moi, sont sur vous, donc vous pouvez lever la main sans que ça reste pour l'éternité. Alors, qui mentirait pour sauver son ami? Alors, Fons Troppenaar, donc c'est lui qui a fait ce test, et il dit que c'est un retour très français. Les Français demandent toujours, ah ben, ça dépend dans quel état il est, mais ça dépend dans quel sens. S'il est mort, s'il est mort, tu dis la vérité, donc c'est encore plus grave pour ton ami, parce que là, il a vraiment des problèmes. Mais là, s'il est mort, tu dis, ah, il faut que je dise la vérité parce qu'il est mort. Tu vois bien qu'on peut dire l'inverse. On dit, bah, s'il est mort, il est mort. De toute façon, ça ne change rien. Autant sauver mon ami. Ça dépend de l'état de la voiture aussi. Ça dépend en tout cas, et très français, nous dit Fons Troppenaar. On verra tout à l'heure aussi pourquoi. Bah, c'est un dilemme. Alors c'est un dilemme personnel, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, peut-être de votre éducation, de plein d'autres choses, mais c'est aussi un dilemme culturel. Et les statistiques le prouvent. Quand Fons Troppenaar met des gens de cultures différentes dans ce dilemme, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. En Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Suède, la plupart des gens ne mentiraient jamais. Parce que la vérité, et je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'affaire Lewinsky, ce qui était grave pour le président, c'est aussi est-ce qu'il a menti sous serment. Ce n'était pas plus ce qu'il avait fait ou potentiellement fait, c'est est-ce qu'il avait menti aussi. C'est ça qui était en jeu. Et puis dans d'autres pays, vous allez sauver votre ami, parce que c'est votre ami. Vous avez une loyauté. Alors il y a un ensemble, on pourrait passer un moment pour analyser ça, c'est intéressant, il y a un ensemble de choses qui sont derrière. Il y a des facteurs religieux, il y a des facteurs historiques, il y a des facteurs économiques. Et on aura la semaine prochaine Claire Michalon qui va faire une conférence jeudi prochain. Pour lui, il verrait ça sous la forme de précarité. Si vous êtes dans une situation de précarité, vos amis, votre famille, c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas de sécurité sociale, hein. Donc, bien entendu, votre allégeance au groupe, il va être extrêmement fort parce que vous êtes en situation de précarité et que c'est important. Les relations que vous avez sont importantes. Vous n'avez peut-être pas nécessairement une confiance aveugle en l'État et ce qui va arriver en prison pour votre ami aussi. Donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent expliquer ça. En tout cas, vous voyez que ce dilemme, il est personnel, mais il est aussi hautement culturel. Deuxième dimension, elle est quasiment évidente, c'est comment on voit l'individu dans la société. Alors ça, c'est un petit livre de Yang Liu qui compare les pays occidentaux avec les pays asiatiques, en particulier la Chine.
Donc en bleu, c'est les pays occidentaux, et à droite, en rouge, c'est la Chine. Donc qu'est-ce qui est important? Est-ce que l'individu est là au service de la collectivité, ou est-ce que c'est la collectivité, la solidarité qui est là pour l'individu? Quelle est la place du moi? Ça, c'est la vision du moi occidental, la vision du moi asiatique. Bah, là aussi, il y a une dimension aussi qui est extrêmement politique, bien entendu. Hein, et puis, je ne sais pas si vous serez surpris de ça, mais par exemple, si on regarde la plupart des pays, là, c'est des pays européens pour la plupart. En tout cas, ouais, la plupart sont européens. Des pays qui privilégient, dans un dilemme qui privilégie la liberté individuelle par rapport au groupe, voilà, les résultats en Europe sont déjà extrêmement différents. Et nous, en France, on est plus porté sur la solidarité et le collectif, au détriment éventuellement de la liberté individuelle et de la prise de risque individuelle. Bien entendu, ce n'est pas gagnant-gagnant. Hein. Chaque système a des avantages et des inconvénients. Mais si vous voyez une petite situation comme ça, auquel, en tant qu'enseignant, on peut être confronté. Madame Pinson, Hassan t'a copié dessus. Abdullah, ah bon? Oui, certaines de ces réponses sont identiques aux tiennes. Bon, probablement qu'il ne connaissait pas les réponses. Ah bah, c'est évident. Oh, une chance qu'il était assis à côté de moi, alors. Bah, pour nous, ça nous fait rire. Alors, est-ce que c'est de l'ironie? Je ne pense pas. Pas nécessairement. Pour Abdullah, bah, s'il ne sait pas, on est dans une coopération. Donc c'est important qu'il puisse profiter de mes compétences. Si lui n'a pas ses compétences, finalement, ce n'est pas totalement idiot. On n'a pas nécessairement, en tant qu'individu, à avoir toutes les compétences du monde, tant qu'on est en capacité de travailler avec d'autres. Donc, dans une société où l'individu est très présent, ou dans une société où la coopération est nécessaire, ce n'est pas du tout la même approche. Et puis, je vais finir par une dernière dimension, c'est celle qui a lieu à l'expression des sentiments. Est-ce qu'on exprime ses émotions ou est-ce qu'on les contient? Bon, là, tout de suite, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Vous avez tout ça en tête. Vous avez tous ces stéréotypes, plus ou moins vrais, sur, par exemple, des Latinos, des Mexicains. Et puis, on a une Mexicaine dans la salle, extrêmement expressifs et qui peuvent exprimer leurs émotions. Et puis, d'autres cultures qui vont être beaucoup plus neutres, retenir les émotions. Donc, tout à gauche, c'est le Japon ou les Anglais. Donc, voilà, à gauche, c'est une façon de faire la fête à Londres. Et puis, à droite, à Mexico, une façon de rendre hommage aux défunts. Donc on a des approches différentes de l'expression des émotions. Au-delà de ça, au-delà de cette dimension, il y a une autre dimension qui est importante et intéressante, c'est celle de est-ce qu'on peut se confronter directement aux autres? Par exemple, voici votre meilleur ami, IE ou I, et vous dit, bah voilà, j'ai cette date, j'ai trouvé cette personne sur Tinder, là, on va se voir ce soir, et voilà, j'ai trouvé une super robe, un super costume, voilà comment je vais sortir ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous allez lui dire à votre ami? Ouais, peut-être que vous allez dire, ouais, pas mal. Ou alors vous dites, non, n'importe quoi, allez, elle va te changer tout de suite, là, tu ressembles à n'importe quoi. Jusqu'à quel point vous allez pouvoir dire ça? Et là, on est dans un contexte amical, mais dans un contexte professionnel, à quel point vous pouvez dire les choses, par exemple, dans une situation de management ou à un collègue, suivant la culture. Une anecdote personnelle, quand j'étais au Rwanda, à un moment, je discutais avec un copain rwandais, et puis je lui dis, oh, t'es bête. Et il me regarde et il me dit, pourquoi tu m'insultes? Je dis, non, je ne suis pas en train de t'insulter. Je lui dis, c'est bête ce que tu dis. Il dit, mais tu continues. Et bien entendu, en français, pour nous, Français en tout cas, c'est pas le mot, c'est aussi la façon dont on va prononcer le mot, le contexte, qui va définir l'insulte ou pas. On peut dire même des gros mots, hein, un copain. Oh, t'es trop con. C'est la façon dont on dit ça, et le contexte dans lequel on dit ça. C'est pas vrai partout. Alors je vais vous passer une petite vidéo qui est très intéressante, c'est le Goethe Institute, c'est l'institut allemand en Nouvelle-Zélande, qui a eu la bonne idée de faire quelques petites vidéos, de comparer un Allemand qui est en Nouvelle-Zélande et un Kiwi, un Néo-Zélandais qui est en Allemagne. Et du coup, ils se parlent par visio et ils expriment leurs problématiques. Duncan, I think I've made a mistake in the flat. Oh, cheers, Jörg. Here you go.
The tea towel stinks. You give me a new one? Yeah, you might have sounded a bit harsh there. But the towel was smelling very bad, Duncan. That may well be, Jörg, but in New Zealand, you just can't be that direct. If you have to confront somebody about an issue, there are some unwritten rules about how to approach it. I like rules. I take notes now. Okay, rule number 1, don't say anything at all. Wie bitte? We Kiwis have a proud tradition of not talking about our problems. We don't like to assume we can tell other people what to do, so what I do in your position is just put up with the smelly tea towel, Jörg. Das ist so nervig. Germans also have a proud tradition of clean kitchens. Is there nothing else I can do? Yeah, well, if you have to address the problem, rule number 2 is do it, but start by making friendly conversation on an unrelated topic, like this. So, Ange, how's your mother these days? After 2 or 3 minutes, it will be safe to raise the issue of the tea towel, but it will seem like a spontaneous aside. And then I say it smells bad and ask for a new one, stimmt's? Not quite. Rule number 3 is don't state the problem. Hint at it by offering to fix it yourself, for example. And if you really have to confront the issue head on, use language like a wee bit or a tad. Apologise now and then. And don't forget to use liberally words like possibly, might, and would you mind if. I think from now on I just stay in my room. You'll get. Vous voyez qu'au-delà de la dimension d'exprimer ou de ne pas exprimer, de retenir ses émotions, il y a cette dimension de est-ce qu'on peut dire les choses directement à la personne. Et là, vous voyez que les Français, par exemple, expriment assez bien leurs émotions par rapport aux Allemands, qui sont plus réservés. On a cette image probablement des Allemands plus réservés que les Français. Mais ils disent les choses de manière aussi directe. Voilà. Donc parler à un Allemand, dire les choses de manière directe à un Allemand, en général, ça ne va pas le froisser. Par contre, si vous faites la même chose avec quelqu'un des Philippines qui pourtant exprime ses émotions, ou peut-être même avec un Mexicain, si vous critiquez directement la personne, alors là, c'est très probable qu'elle se renferme tout de suite et qu'elle n'écoute plus vos critiques. Et là aussi, quand on est en position d'accueil d'étrangers ici en France, il faut être conscient que nous, on peut dire les choses de manière très directe et qu'un Français va pouvoir décoder ça, mais qu'un étranger il va pouvoir vivre ça comme une agression, éventuellement. Un Japonais, par exemple, ou un Coréen. Donc notre franchise peut être considérée comme agressive. Je vais finir là. Sur les dimensions culturelles, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une image qui est assez intéressante, je trouve. C'est l'image des cultures abricots et des cultures noix de coco. Finalement, en tant qu'être humain, il y a 2 choses dont on a besoin. On a besoin d'être protégé, parce que l'autre, il est dangereux. On a besoin de protection, d'où le signe comme ça. On a besoin de mettre l'autre à distance, on a besoin d'intimité. Mais on est un être social et on a besoin de connexion. On a besoin d'être avec les autres. Et du coup, selon nos personnalités, bien entendu, selon notre histoire, mais aussi selon notre culture, on n'utilise pas les mêmes choses de la même manière. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus pêches, comme les Américains. Pêche, ben vous prenez le fruit, vous croquez dedans. Facile, tout de suite. Hey John, quand j'étais directeur d'Alliance en Nouvelle-Zélande, je recevais des emails, salut Jean-Marc, hi Jean-Marc, tout le temps, de personnes que j'avais jamais vues. Donc je ne pense pas qu'en France, vous allez vers votre banquier en disant salut Jean-Pierre. Non, ben, vous n'écrivez pas à des personnes importantes en disant salut et leur prénom, salut Nathalie. Par contre, au centre, ben, il y a quelque chose, il y a un noyau. Ça, c'est dur. Donc il y a un moment où autant la connexion peut être facile, autant après, ben, pour rentrer dans l'intimité, pour entrer en contact, eh ben là, il va falloir travailler plus au corps la personne, établir une relation bien plus importante avant. Nous, les Français, on est plutôt des noix de coco. D'ailleurs, on a ce beau tu et vous que les anglo-saxons ne connaissent pas. Hein. Une façon de mettre l'autre à distance, une forme de politesse aussi, de respect, le vous. C'est aussi une façon de mettre l'autre à distance et dit, bah voilà, on n'a pas gardé les chèvres ensemble. Donc on a
beaucoup de choses. Donc les Français, on est plutôt direct. Et d'ailleurs, les étrangers sont souvent choqués la façon dont ils sont accueillis quand ils demandent des renseignements dans la rue, dans les grandes villes françaises notamment. Ils ont l'impression que c'est pas aussi chaleureux que ça peut l'être chez eux. Par contre, à l'intérieur, c'est tout doux. C'est la convivialité à la française. On sort le blanc et le saucisson. Et là, dès qu'on a passé cette première couche, on en est là. Voilà, j'ai pas oublié ma scène de crime. Et avant que je vous raconte l'histoire et de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cette scène sanglante, moi j'aimerais vous mettre, vous, dans une situation, ce matin en arrivant, voilà, comme ça, comment vous vouliez vous garer, et vous avez cette personne, vous arrivez, et vous voyez la voiture orange. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous exprimez au volant de votre voiture au sujet de la personne qui... Ouais, j'entends des insultes. Effectivement, j'entends... Ah ouais, que je ne peux pas répéter au micro. Mais oui, il y a des insultes. Mais oui, ceci dit, vous jugez ça, mais vous ne connaissez pas l'histoire de cette situation. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Quand la personne avec la voiture orange est arrivée, c'était comme ça. Alors elle s'est garée. Puis après, les camions sont partis, d'autres sont venus. Et vous arrivez, vous insultez cette personne en disant « Mais quelle... » Vous n'avez pas l'histoire. Vous n'avez pas les codes. C'est ce qu'on fait tous et toutes. Bien entendu qu'on juge tout le temps. Mais comment on peut juger si nous-mêmes, on ne connaît pas l'histoire? C'est la même chose pour cette scène, bien entendu. Voilà, c'était le seul message, en fait, que j'avais. Quand on est face à des gens dont nécessairement on ne peut pas connaître toutes les histoires personnelles, toutes les cultures des autres, ne pas juger, c'est impossible, parce qu'on est des êtres humains et on juge sans cesse, on se juge nous-mêmes et on juge les autres. Mais au moins, prendre un peu de recul et se poser la question, dans cette situation, dans ce conflit, dans cette tension que j'ai eue avec cet étudiant, avec ce collègue, est-ce que c'était lié vraiment à la situation? Est-ce que c'était notre relationnel? Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui sont venues entre lui et moi, entre elle et moi, qui ont fait que ça a créé des tensions, que ça a créé éventuellement de l'incompréhension dans la façon dont on abordait les choses? Grazie mille. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a je sais pas quelle heure il est, d'ailleurs, je n'ai pas du tout l'heure. Des questions, des remarques. Autrement, moi j'en ai une avant de rendre le micro à Gisèle. Il y a une personnalité bien plus brillante que moi qui vient la semaine prochaine. Il s'appelle Claire Michalon. Donc moi je vous invite vraiment à assister à sa présentation, si possible en présentiel. Autrement, il y a aussi un lien à distance de 13h30 à 15h30. Voilà, lui a vraiment une vision particulière. Il est agronome de formation et bon, il a eu l'occasion, comme moi, de vivre dans beaucoup de pays différents. Il a développé une vision aussi assez intéressante. Donc je vous encourage à assister jeudi prochain à cette conférence, si les grèves et les trains roulent encore. Quelques incertitudes de ce côté-là quand même. Gisèle, je te rends le micro si tu veux clore. Ou il y avait une question? Oui, Claire. Ouais. Alors, c'est toujours à multiples facettes. Ça dépend comment on comprend le collectif et l'individuel. Aux États-Unis, la notion cardinale, c'est celle de liberté. Vraiment, la liberté de l'individu, la liberté d'entreprendre, c'est ça qui a fondé ce pays. Voilà.
Et voilà, c'est pour ça que dès que le gouvernement fait des choses, il y a une crispation. Alors nous aussi, il y a des crispations. Mais il y a des crispations parce qu'en tant que groupe, on a vraiment une vision quand même de nos relations qui sont sur le groupe. Bien entendu, on a aussi individualiste aussi, hein, il n'y a pas que ça. Mais on attend beaucoup du groupe. On est prêt à laisser une part de liberté, hein, pour une part de sécurité. Comme les pays nordiques, on est des pays extrêmement sécurisés. Voilà. Il y a beaucoup de... On l'a vu pendant le Covid. Au moment du Covid, la différence de la gestion entre des pays qui sont beaucoup plus sécurisés et des pays beaucoup plus libertaires est extrêmement différente aussi. Donc là, on a vu si c'était le collectif qui prenait le relais ou si c'était la liberté individuelle qui restait la maître. Mais après, dans ta question, il y a aussi l'aspect, et ça, c'est pour ça qu'il faut aller voir la conférence de Claire Michalon, pays du Nord, pays du Sud, aussi, où les situations sont différentes aussi. 1, 2. Je vais être rapide. Tout d'abord, je voulais savoir combien il y a des étudiants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'ils se reconnaissent des choses? Est-ce que ça vous parle, des anecdotes? Nous, on sensibilise beaucoup les étudiants aux stéréotypes aussi. Donc Jean-Marc a parlé de stéréotypes plusieurs fois et on met en garde sur le côté des stéréotypes, c'est-à-dire comment on s'imagine d'autres personnes quand on rend visite dans un pays, dans une région. Et l'interculturel, en fait, il commence à petite échelle aussi, c'est-à-dire que moi je donne souvent l'exemple de la France, mais si vous venez du nord de la France et vous venez travailler dans le sud, déjà il peut y avoir des chocs aussi interculturels. Donc ça commence à la petite échelle nationale, régionale, puis après ça va dans le monde global. Vous aviez des remarques ou peut-être non? Franche, mais les autres peuvent prendre mal ce que l'autre l'avait dit en fait. Et là, je vois souvent au niveau des travaux des groupes, quand il y a des internationaux et des nationaux qui sont dans le même groupe, souvent à la fin ça se finit pas bien parce qu'ils sont franches et ils prennent comme une agressivité toujours. Et donc je pense que quand il avait dit ça, ça m'a fait penser à des travaux de groupe. Personnellement, je comprendrais, mais bon, je vois qu'il y a certaines qui prennent aussi mal et puis voilà. Ouais, ça c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose. Moi j'avais en Nouvelle-Zélande par exemple, moi j'avais du mal. Du coup, il fallait que je me retienne ma nature de pas dire les choses. Et j'ai un étudiant en revenant de césure de Nouvelle-Zélande quand j'ai fait cette présentation, il m'a dit: ah, maintenant je comprends, parce qu'au début là avec un kiwi là, je lui ai dit un truc qui m'a énervé et après j'ai passé un mois, il m'a plus parlé du tout pendant un mois. Et je comprends pas pourquoi il s'était froissé pour ça. Et une autre étudiante que j'ai vue au Danemark, qui pareil était dans une colocation avec une Allemande et avec une Britannique. Et puis elle a dit quelque chose à l'Allemande et le lendemain la Britannique elle allait la voir en disant: oh, tu te rends compte ce que tu lui as dit là, tu as dû vraiment la blesser là. Elle doit. Du coup elle allait voir l'Allemande et: je suis désolé, est-ce que je t'ai blessé dans... Elle me dit: bah, pas du tout, non, tu m'as juste dit les choses. Donc c'est vraiment une dimension assez importante et importante d'en prendre connaissance et de savoir où on se situe dans la façon dont nous on communique par rapport aux autres. On boucle? Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir échangé. Au revoir. Et pour ceux qui ont eu les 4 bonnes réponses, il y a des bonbons, mais en fait, même pour les autres. Merci.